parlons donc de la situation que traversent les hommes des médias, les médias eux-mêmes. Et puisque le syndicat de la presse privée est toujours écroué par les autorités et de la place, son seul crime, c'est d'avoir organisé des manifestations, justement. D'avoir même fait appel. Parce que la manifestation n'a pratiquement pas eu lieu. Oui, parce qu'on a assiégé le siège même de la maison de la presse. Alors, Boubacar Samsobari, comment vous trouvez cela? Est-ce que la dynamique née de la rencontre entre les journalistes et la CNTG, qui est la fêtière, et la rencontre de demain, est-ce que ça peut être promoteur, non seulement pour la presse, mais aussi pour celui qui est écroué aujourd'hui, Sékou Jamal Pendessa? D'abord, moi je pense que Monima disait tout à l'heure qu'on a fait trop tôt de taper sur le syndicat. Non, je pense que moi j'ai même tendance à penser que ce qui est arrivé, c'est aussi suite à la pression, à l'interpellation des médias, quant au silence, quant à la démarche passive du mouvement syndical par rapport à ce que nous vivions. Je pense que tous les acteurs réunis autour de cette crise sont complémentaires d'une certaine façon. Il n'y a pas un seul camp qui soit... On ne peut pas faire une déconnexion. Exactement, qui soit plus légitime, qui revendiquerait plus d'implication. Alors, ce serait bien, honnêtement, ce serait bien que le syndicat ou le mouvement syndical dans son ensemble réussisse pour une fois à s'attaquer à ce défi et à le relever. C'est en soi un défi pour le mouvement syndical parce que, on vous l'avait dit, et Monima l'a dit notamment, au-delà du fait que Sékou Jamal est un journaliste, c'est surtout un syndicaliste. C'est surtout un syndicaliste. Donc, c'est la liberté syndicale qui a été... au-delà de la menace, c'est elle qui est torpillée, c'est elle qui est violée. C'est celle qui est piétinée. Exactement, qui est piétinée, la liberté syndicale. Donc, c'est tout à fait normal que le mouvement syndical s'implique, soit intéressé par la crise. Et puis, au-delà de, on le disait la dernière fois, le mouvement, dans la déclaration à laquelle faisait allusion Monima la dernière fois, la CNTG avait dit que, notamment par rapport à la restriction de l'Internet, pour qui connaît aujourd'hui ce que représente le télétravail dans le monde du travail, il y a des risques que la coupure d'Internet amène à du chômage. Or, la défense du travail et des travailleurs, c'est aussi ça la vocation du mouvement syndical. Maintenant, pour le reste, moi je dis simplement que on a très tôt, on avait dit ici à un moment donné que les acteurs politiques s'étaient fait berner, notamment Selouda Diallo et d'autres qui avaient très tôt fait d'applaudir le coup d'État. Mais je pense que cette transition-là est en train de nous amener à réaliser que pratiquement tout le monde s'est laissé berner. Parce que la plupart des médias aujourd'hui qui sont en train de regretter, de critiquer, de dénoncer, c'est des médias qui ont célébré ce coup d'État. Des journalistes qui ont célébré ce coup d'État. Macron a été célébré, mais il est à couteau tiré aujourd'hui. Non, je ne dis pas, attention, je dis... Il ne faut pas culpabiliser les médias. Macron, attention. Macron a été célébré, c'est une fabrication des médias. Mais aujourd'hui, il est à couteau tiré avec les médias. Et les mêmes médias. Le reconnaît. Hein? Les mêmes médias. Oui, les mêmes médias. Donc, il ne faut pas culpabiliser, vous savez. C'est ce qui se dit dans l'opinion guinéenne. C'est vous qui avez fabriqué telle personne. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Contre vous. Non, on ne fabrique pas pour ne pas l'intéresser. Non. En ce moment précis, on ne met pas un enfant au monde pour lui faire du mal. Si il le fait, on ne le met pas au monde, mais on fait notre travail. C'est ce que j'ai dit. C'est pas qu'on commente la réalité du moment. Absolument, voilà, c'est la réalité du moment. Allez-y, on va le laisser avancer. Je dis, on a eu la même attitude que les politiques. On aurait pu tous rester sur les principes. Un coup d'État a été perpétré. Exigeons le plus tôt possible le retour à l'ordre constitutionnel. Vous aurez dû le faire. Non, écoutez, permettez, c'est la diversité de l'opinion. Voilà, sortez de la dictature d'opinion. Donc, on connaît déjà la vôtre, c'est important. Voilà. On aurait dû tous avoir cette attitude. Le reproche qu'on a fait aux politiques, nous devons nous autocritiquer. Si après cette transition, un autre coup d'État a lieu, je suis sûr que nous nous inspirons de ce que nous vivons aujourd'hui pour avoir une autre lecture de ce coup d'État-là. Donc, il y a mais les autorités actuelles travaillent à ce qu'il n'y ait plus coup d'État en Guinée.
En tout cas, c'est ce qui se dit. Nous allons mettre... Non, mais ce n'est pas... on travaille sur une constitution qui nous rassemble et qui nous Non, ce n'est pas parce que Alpha Condé a voulu des coups d'État. Oui, mais il l'avait même dit. Lui, il avait dit qu'il n'aura plus jamais de coup d'État avec la loi de la programmation militaire, les réformes à l'époque. L'actuel ministre de la Défense était directeur de cabinet du ministère délégué à la Défense. On avait pensé que, Idi Amin, bien entendu, que tout a été mis en œuvre pour que l'armée soit au service des institutions de la République. Oui, et la meilleure façon de se prémunir d'un coup d'État, c'est quand même gérer dans un environnement avec consensus, garantir un certain nombre de libertés, garantir un certain nombre de droits. Ce n'est plus le cas. Le contraire, c'est quand vous faites le contraire, vous attirez davantage de coups d'État que vous en éloignez. Oui, allez-y. Oui, d'abord, une pensée et bon courage à Pendessa. C'est pour Jamal Pendessa. Qui subit aujourd'hui une injustice pratiquement, parce que rendez-vous compte quand même, ça fait 10 jours, aujourd'hui peut-être 11 jours, qu'il est sous mandat de dépôt à la maison centrale et qui n'a pas été présenté devant le juge. Mais c'est extrêmement grave parce que j'ai cru comprendre à travers ses avocats et à travers ce que nous tous nous avons suivi, qu'il a été mis sous mandat de dépôt sous la procédure du flagrant délit, qui veut qu'on vous présente immédiatement devant le juge ou le lendemain, tout au plus. Tout au plus. Et là, ça fait 10 jours qu'il est sous mandat de dépôt. Je n'ai pas... Il a été renvoyé. Et ça a coïncidé au renvoi également de tous les jugements. Oui, une coïncidence troublante. Une coïncidence du TPI de Dixine à cette semaine. Voilà, une coïncidence troublante et malheureuse. Ouais, vous conviendrez avec moi. Oui, bien entendu. Je suis d'accord avec vous. Malheureuse. Et normalement, le législateur, il est clair. C'est-à-dire, franchement, quand justement vous êtes dans l'impossibilité de tenir une audience, pendant 10 jours, vous privez comme ça quelqu'un de votre liberté. Je pense qu'il y a, s'il y a une volonté de bien faire, lui accorder la liberté conditionnelle. Exactement, et le convoquer pour une audience lorsque les audiences... Mais surtout que quand ce n'est pas quelqu'un de... C'est pas un bandit de grand chemin. Beaucoup vous diront que c'était, comme Monument l'a dit tout à l'heure, c'était quand même... c'était devenu un secret de polichinelle que le moindre mouvement de Sékou Jamal Pendessa, maintenant, il se retrouverait en prison. Et c'est ce qui a été fait donc. Il est en train de subir une décision prise par certaines autorités bien avant, à des niveaux élevés. Voilà, donc il a été menacé. Voilà, c'est pourquoi je parlais d'injustice. Parce que quand vous regardez d'un point de vue juridique, d'accord, vous pouvez reprocher, même si on peut en revenir sur le débat sur qu'est-ce qui lui est reproché, mais même quand vous reprochez des choses à quelqu'un, au moins respectez vos propres règles, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire celle que vous voulez. Parce que si aujourd'hui on attaque, on prend Pendessa, on le met en prison, c'est parce qu'on estime, selon en tout cas le parquet, qu'il aurait violé la loi. Maintenant, si vous aussi, en appliquant à cette loi, vous aussi, vous violez la loi, là, ça devient très difficile et très compliqué. Donc, vraiment, aujourd'hui, du coup, je ne sais pas, les audiences, ils avaient parlé d'une semaine, donc je ne sais pas quand ça va rouvrir. Ça concerne le tribunal de Dixine seul ou... Oui, c'était le TPI de Dixine. Ah, d'accord. Parce que le procès du 28 septembre, lui, a repris. Donc, non, ça veut dire que les audiences étaient censées reprendre aujourd'hui. Il aurait dû d'ailleurs être alors présenté aujourd'hui. En tout cas, comme l'a dit Sanso, là, on est toujours dans le cercle des... Effectivement, c'est intéressant, dans les libertés politiques qui sont les droits politiques, comme je voulais souvent les classifier, qui sont celles qui sont le plus menacées. On est passé de la liberté d'expression, la liberté de la presse. Là, effectivement, avec le cas Jamel Pendessa, c'est aussi la liberté syndicale. La liberté syndicale qui est le droit au syndicat, qui est aussi consacré comme une liberté fondamentale, y compris par la charte de la transition. Donc c'est vraiment dommage. Maintenant, en plus, on a tous suivi ce qui lui est reproché. Il n'y a pas eu justement de manifestation, il n'y a pas eu de violence physique, de casse de biens, etc. Mais il est quand même dans cette situation-là. C'est vraiment dommage pour la justice, parce que là encore, on en revient toujours à cette question de justice. Vous savez, le ministre de la Justice, il le rappelle souvent, même il interpellait la CRIEF il n'y a pas longtemps. Je pense que
toutes ces questions-là, c'est le fait de prendre comme ça, de mettre les gens en détention provisoire de manière abusée. On l'a dénoncé, c'est vrai, très tôt pour d'autres, mais on voit que c'est des choses justement qui continuent malheureusement. Qui deviennent de plus en plus récurrentes. Effectivement. Maintenant, sur la question, je voulais rebondir parce que c'est intéressant. Vous savez, le 5 septembre, c'est pas tout le monde qui a applaudi le coup d'État aussi. Ça aussi, il faut le rappeler. Il y a des gens quand même qui avaient la... on va dire déjà, il y a ceux qui peut-être qui étaient victimes, qui étaient sympathisants, mais il y avait aussi des gens... au coup d'État leur salut. Voilà, il y avait aussi des gens qui... Par principe, ou qui savaient que... qui ont vécu ce qui s'est passé en 84, en 2008, et qui se disaient attendons de voir. Moi, personnellement, j'en fais partie. Et ça, j'ai même la preuve. C'est mon tweet du 5 septembre. J'ai rappelé ces faits-là. J'ai dit, le 3 avril 84, on a applaudi parce qu'on nous a libérés du dictateur Sékou Touré. Après, on a applaudi en 2008 parce qu'on nous a libérés de Lansana Conté. On pense à Alpha Condé, on l'a applaudi. Donc, on l'a rappelé. Mais après, personnellement, moi, c'est les actes qui ont suivi les premières semaines, les premiers mois qui m'ont rassuré. Les actes symboliques, les propos, l'envie de justice, justement, l'adoption de la charte, le déplacement symbolique au cimetière de Bambeto. Voilà, c'est tous ces actes-là aussi qui ont amené surtout une partie... propos selon lequel la justice sera la boussole. Sera la boussole, justement. Et ça, c'est nodal. Et la lutte contre la corruption. Exactement. C'est vraiment la création de la CRIEF. De la CRIEF. Tout le monde l'a applaudi des deux mains. Tout le monde l'a applaudi des deux mains et ça a rassuré. Mais aujourd'hui, d'abord sur la CRIEF, sur la CRIEF, heureusement, il n'y a plus de débat là-dessus. Si le ministre de la Justice lui-même reconnaît que la CRIEF est un échec, je pense qu'on peut faire l'économie maintenant des commentaires sur la CRIEF et voir de façon maintenant plus large la justice. Et la justice, la lutte contre la corruption, où nous en sommes. Et l'actualité récente ne nous rassure pas du tout. Et malheureusement, on est dans une période où l'avenir devient de plus en plus incertain. Voilà, de plus en plus incertain, malheureusement. Oui.